Dans les films d'animation, on a toujours l'habitude de suivre des héros courageux, gentils et toujours prêts à sauver tout le monde. Mais cette fois-ci, on va faire les choses autrement, parce que aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Gru, le protagoniste de Moi Moche et Méchant. L'histoire commence en Égypte avec un groupe de touristes américains qui visitent les lieux. Parmi eux, il y a un enfant assez excité qui court comme un énorme golemon sur une structure interdite au public. Le mec se jette littéralement dans le vide, il est soit trop pris par son jeu ou soit juste aveugle. Mais alors qu'il tombe dans le vide, il rebondit contre une pyramide en pierre. C'est à ce moment qu'on apprend que la structure a disparu et qu'elle a été remplacée par une réplique gonflable. Le monde entier est choqué et se pose énormément de questions comme qu'est-ce qui s'est passé avec la vraie pyramide, comment c'est possible et surtout où a-t-elle disparu. Et la réponse est toute simple, la vraie pyramide a été volée par un méchant. Mais pas le temps d'enquêter sur ce mystère puisqu'on rejoint Gru. Super méchant de profession, il se montre pas très gentil avec ses voisins. En gros, il tape sa meilleure vie de connard. Après avoir retourné absolument tout son quartier, il rentre chez lui et se pose pour boire un café. Alors qu'il est enfin tranquille chez lui, 3 scouts viennent frapper à sa porte pour lui vendre des cookies, chose qu'il va directement refuser en leur claquant la porte au nez. Au même moment, son acolyte, le docteur Nefario, l'appelle puis le met au courant pour le coup de la pyramide. C'est un énorme problème pour eux parce qu'ils sont maintenant démodés. L'heure est donc à la contre-attaque. Gru veut se venger et se met en tête de réussir le coup du siècle. Il réunit alors ses assistants les mignons puis leur annonce son intention de voler la lune. Ouais, rien que ça. Sauf que pour réussir, ils ont besoin de 2 choses. Le pistolet réducteur, une arme qui, spoiler, réduit la taille des objets et un financement de la banque. Sans perdre de temps, il s'y rend pour demander un prêt. Dans la salle d'attente, il fait la rencontre de Vector, un collègue avec lequel le courant ne passe pas du tout. Du coup, Gru le snob et se rend dans le bureau de Monsieur Perkins, son banquier. Mais les négociations ne se passent pas comme prévu parce qu'il a énormément de dettes. Et que selon Perkins, ce n'est pas le meilleur méchant car d'autres vilains seraient bien meilleurs que lui. Comme par exemple Vector qui a volé la pyramide. Oui, c'est bien le mec qu'on a vu juste avant dans la salle d'attente qui l'a volé. En entendant ça, Gru est vexé, il quitte alors la banque et gèle la tête de son ennemi au passage. Pour lui, le plan est simple, voler le pistolet réducteur pour impressionner Monsieur Perkins. Il se rend alors dans un laboratoire secret où l'arme est en cours de test. Il la vole assez facilement et tout semble se dérouler comme prévu, jusqu'à que Vector intervienne et lui arrache le butin sous le nez. Je crois qu'il a pas trop aimé se faire givrer la tête et qu'il revient clairement pour se venger. Gru n'a donc plus le choix, il doit s'infiltrer dans la base de Vector pour lui reprendre le pistolet réducteur. Mais rentrer dans sa maison est une toute autre histoire parce que toutes ses tentatives échouent. Jusqu'à qu'un éclair de génie le frappe. Tu te souviens des scouts de tout à l'heure? Et ben Vector les laisse rentrer chez lui pour se faire livrer des cookies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont orphelines, donc aucun parent à l'horizon. De leurs vrais prénoms Edith, Agnès et Margot, elles vivent dans un orphelinat réservé aux filles. Gru décide alors de les adopter avec pour but de les utiliser pour récupérer le pistolet réducteur chez son ennemi. Mais il y a un problème avec tout ça, parce qu'il ne sait pas s'occuper des enfants, sans doute parce qu'il n'a jamais eu d'attention quand il était petit. Il décide alors de les adopter et de rentrer chez lui pour établir un plan d'attaque. À peine arrivé chez Gru, leur cohabitation commence très mal. Il explique directement les règles de la maison aux filles et leur dit de faire attention à ce qu'elles touchent. Après ces explications, il part dans son labo avec le docteur Nefario pour créer des robots cookies, chose indispensable pour son plan. D'ailleurs son plan, parlons-en. Il veut fabriquer des fous cookies équipés de caméras et de lasers, les confier aux filles pour qu'elles les vendent à Vector. Une fois à l'intérieur de la maison, les cookies devront localiser le pistolet réducteur, le récupérer puis s'enfuir avec. Tout simplement. Le lendemain, tout est prêt. Sans se douter des arrière-pensées de leur nouveau père, les filles sonnent chez Vector. Elles rentrent alors chez lui et les robots cookies se mettent discrètement en action. Il repère rapidement le pistolet réducteur et perce un trou pour que Gru et les mignons puissent s'infiltrer. En revanche, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les robots repartent sans eux et rebouchent l'accès. Ils se retrouvent alors enfermés dans la maison de Vector qui joue à la Wii sans se douter de rien. Par chance et après être passé à quelques centimètres d'un désastre, ils parviennent à s'enfuir. La mission est un succès, même les filles ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Juste, elles sont de plus en plus saoulées par leur père adoptif. En rentrant chez eux, la famille se retrouve face à un parc d'attractions. Les filles sont surexcitées à l'idée d'y aller, mais Gru s'en fout complètement et leur répond avec un non bien sec. Mais finalement, il a une idée incroyable, abandonner les filles là-bas. Bah ouais, maintenant qu'il a le pistolet réducteur, quel est l'intérêt de garder des enfants dans ses pattes? Lui, tout ce qu'il voulait, c'était voler la lune. Il accepte alors la proposition des filles et décide de les abandonner là-bas. Mais ses plans ne se passent pas comme prévu, parce qu'il se retrouve bloqué avec elles dans les attractions.
Sauf que contre toute attente, il profite du moment et se rapproche même des filles. Malheureusement, de retour à la maison, la réalité le rattrape. Après un entretien avec Dr Nefario, on apprend qu'il ne reste plus que 12 jours avant la pleine lune. Alors sans perdre une seule seconde, Gru rappelle le banquier pour lui dire qu'il a enfin récupéré le pistolet réducteur. Mais pendant le rendez-vous, les filles sont déchaînées et font beaucoup trop de bruit, ce qui énerve Monsieur Perkins qui met fin aux négociations. Adieu l'argent pour construire la fusée et adieu la carrière de super vilain. Tout est vrai, je l'avoue. Il n'y a plus d'argent. Malgré la situation, la détermination d'Agnès redonne du courage à tous les mignons. Et grâce à ça, ils relancent même le projet et décident de construire leur propre engin avec ce qu'ils ont sous la main. Les jours passent et la relation entre Gru et les filles s'améliore de plus en plus. Ils forment enfin une vraie famille. Mais le docteur Nefario n'aime pas ça. Le lancement de la fusée est dans 48 heures et le super vilain doit faire un choix. D'un côté, assister au spectacle de ses nouveaux enfants et de l'autre, réaliser son plus grand rêve. Mais pendant qu'il hésite, un autre événement vient tout changer. Nefario appelle l'orphelinat en cachette et les filles sont directement renvoyé là-bas. Et Gru, lui, ne fait rien pour les retenir. Malgré sa tristesse, 2 jours passent et le jour J arrive. Le grand moment est enfin arrivé. Gru décolle puis atteint l'espace assez facilement. Tout se passe comme prévu. Il est prêt à réaliser son plus grand rêve en volant la lune. Ça y est, je l'ai! Mais quand il voit le billet de gala glisser de sa poche, son côté gentil reprend le dessus. Il se précipite alors de ramener la micro-lune sur Terre pour assister au spectacle de ses filles. À son arrivée, le spectacle est déjà terminé. La seule chose qu'il trouve sur place est une demande de rançon de Vector. Eddie, Agnès et Margot contre la lune. Gru ne sait pas quoi faire mais décide finalement d'obéir. Il se rend alors chez son ennemi pour faire l'échange mais Vector ne respecte pas sa part du marché. Face à ça, Gru se lance à sa poursuite et s'accroche même à son vaisseau. Sauf qu'en faisant ça, il se met en danger parce qu'il est à 2 doigts de tomber. C'est alors que le docteur Nefario le sauve et lui explique que la lune va bientôt retrouver sa taille normale parce que les effets du pistolet réducteur n'est pas permanent. Autrement dit, c'est la gigasauce, le temps presse et la situation tourne au chaos. Dans le désordre, Vector perd le contrôle de son vaisseau, mais Nefario arrive à l'immobiliser, ce qui permet à Gru de sauver ses filles. Tout semble rentrer dans l'ordre parce que Eddie et Agnès sautent sur le vaisseau de leur père. Mais Vector revient et capture Margot, qui se retrouve suspendue au-dessus du vide. Sans hésiter une seule seconde, Gru se jette pour tenter de la sauver, mais finissent par tomber. Heureusement pour eux, les mignons les rattrapent juste à temps. Pendant ce temps, Vector est définitivement finito, puisqu'il se retrouve bloqué sur la lune qui a récupéré sa taille normale. Ce qui veut dire qu'il est enfin hors d'état de nuire. Finalement, Gru n'a peut-être pas réalisé son rêve, mais il a gagné bien plus, une famille. Et qu'avec ses filles à ses côtés, il comprend que c'est la plus belle des victoires. Peu de temps après ça, une base secrète perdue au fond de l'Arctique se fait attaquer par un vaisseau équipé d'un aimant géant. Il aspire littéralement toute la base et disparaît sans rien laisser derrière lui. Pendant ce temps, loin de tout ça, Gru joue les pères modèles pour l'anniversaire d'Agnès. Pour marquer le coup, il décide de mobiliser tous ses serviteurs et va jusqu'à se déguiser en fée princesse. Elle est bien loin l'époque de super vilain. Après la fête, alors qu'il est occupé à ranger, une femme l'aborde dans la rue. Elle se présente comme Lucy Wade et explique qu'elle est une agent de l'AVL, une organisation qui lutte contre les super vilains comme Gru. Choqué par ce qu'il vient d'entendre, il sort une arme pour essayer de se défendre. Mais Lucy le neutralise sans effort. En voyant ça, des mignons tentent de secourir Gru mais se font neutraliser et capturer eux aussi. À la fin du trajet, l'on rencontre le directeur de la VL, le charismatique Monsieur de la Molfesse. On apprend que cet enlèvement n'est pas là pour punir Gru, mais qu'il est là pour réaliser une mission très importante. Récupérer le sérum PX41, volé dans le laboratoire montré au début du film. Une piqûre et un animal devient violet, enragé et quasiment invincible. Heureusement pour la VL, des traces du sérum ont été détectées au Paradise Malls, un centre commercial. Ce qui veut dire que le coupable se cache parmi les gérants des boutiques. Et c'est là que Gru intervient, parce que en tant qu'ex-méchant, il peut facilement en trouver un autre. Seulement, le projet ne lui plaît pas. Il explique qu'il est devenu un gars chill, sans embrouille, et qu'il préfère refuser l'offre pour rentrer chez lui. Mais Lucy décide quand même de lui laisser son contact au cas où il changerait d'avis. Après ça, Gru repart à son véritable job, la création de gelée. Sauf que les choses ne se passent pas très bien, parce que Nefario en a marre des décisions de son collègue. Il décide alors de démissionner et de reprendre du service avec un vrai méchant. Gru se retrouve seul et s'ennuie à mourir. Il passe ses journées à s'occuper des filles, préparer les repas, faire le ménage, bref, la routine quoi. La seule chose qui vient perturber son quotidien, sans qu'il s'en rende compte d'ailleurs, c'est la disparition mystérieuse d'un mignon.
Alors pour changer sa routine, il décide de regarder Karzak sur YouTube et de s'abonner. Bon, pour la vraie suite de l'histoire, il s'ennuie tellement qu'il finit par recontacter Lucy, la rejoint dans une pâtisserie au Paradise Malls. En plein repérage, ils font la rencontre d'Eduardo Pérez, un bonhomme, un vrai Mexicain. Il leur explique qu'il est le gérant d'un restaurant et qu'il aimerait commander des cupcakes pour une soirée. En discutant avec lui, Gru remarque qu'il ressemble étrangement au célèbre méchant El Macho. Sauf que le problème, c'est que ce dernier est censé être mort, englouti dans un volcan attaché à un missile. C'est désormais le suspect numéro 1. Alors sans hésiter une seule seconde, le duo s'infiltre dans son restaurant pour enquêter sur lui. C'est un restaurant! Mais qui sait quel genre de piège il a pu installer? Après un combat contre une genre de poule de garde, ils entrent dans la cuisine mais ne trouvent rien de bizarre, aucune trace du sérum. Ils sont donc forcés de fuir en urgence parce que Eduardo revient dans sa boutique et se doute qu'il a eu une intrusion. Les deux espions parviennent à s'enfuir de justesse en voiture et prennent la fuite. Eduardo est alors rayé de la liste des suspects potentiels. Pendant ce temps, une scène étrange se déroule. Plusieurs mignons disparaissent en se faisant aspirer par un mystérieux camion de glace. Le lendemain, les filles de Gru tapent l'incruste dans le centre commercial et rencontrent Lucy, avec qui le courant passe super bien. Vous êtes célibataire? Chacun part de son côté. Gru et Lucy vont enquêter chez un perruquier suspect pendant que les filles se baladent dans les boutiques. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Margot croise un garçon et tombe directement amoureuse de lui. Chose que Gru n'aime pas du tout parce qu'il était sur le point de trouver des traces de sérum chez le coiffeur. Mais son rôle de père reprend le dessus et il laisse tomber l'enquête pour surveiller sa fille. On découvre que le bad boy s'appelle Antonio et qu'il est en réalité le fils d'Eduardo. Après cette rencontre, toute la famille de Gru se retrouve invitée à la fête nationale de ce dernier. Les filles sont heureuses mais leur père lui n'est pas d'accord avec ça. Au même moment, on a enfin des nouvelles des mignons. On les retrouve sur une plage paradisiaque en vivant leur meilleure vie. Mais derrière cette ambiance chill, ils servent en réalité de cobayes pour faire des expériences secrètes avec le sérum PX41. Ces disparitions inexpliquées se ressentent de plus en plus chez Gru, mais il n'a pas le temps de respirer. Il se retrouve embarqué malgré lui à un rencard avec l'horrible Shannon, et comme il assume pas du tout sa calvitie, il finit par mettre une perruque. Le date est un flop monumental, parce qu'il y a zéro feeling entre les deux et sans aucune raison Shannon tape sa meilleure séance de sport dans le restaurant. C'est en faisant ça qu'elle se rend compte que Gru porte une perruque et qu'il lui a menti. Elle commence alors à s'énerver, mais heureusement Lucy arrive juste à temps pour le sauver. Au final, ce rendez-vous foireux se transforme en soirée tranquille. Une complicité se crée entre les deux et j'ai pas peur de le dire, Gru tombe carrément amoureux de Lucy. Seulement le lendemain, rien ne va plus pour Gru. L'enquête avec Lucy s'arrête brutalement parce que l'AVL arrête le perruquier après avoir retrouvé une bouteille vide de PX41 chez lui. Alors suite à ce succès, Lucy est mutée en Australie et les deux doivent se dire au revoir. Même si elle est triste, Gru reprend sa vie normale et emmène les filles à la fête mexicaine. Margot vit sa meilleure vie avec Antonio alors que son père déprime dans son coin. Eduardo tente de le réconforter mais sans succès. Il décide alors de partir dans une salle secrète derrière le bâtiment. En voyant ça, Gru le suit discrètement et tombe sur Eduardo déguisé en El Macho juste à côté du vaisseau aimant du début. Plus aucun doute, Eduardo est bel et bien El Macho et Gru avait raison depuis le début. C'est pas le coiffeur qui a volé le sérum mais bien le méchant mexicain. En plus de ça, on découvre qu'il travaille avec le docteur Nefario et que c'est lui le responsable de la disparition des mignons et des tests sur eux. El Macho contrôle désormais une armée entière de mignons dopés au PX41. Il propose à Gru de conquérir le monde à ses côtés, mais l'ancien vilain refuse et prend la fuite. Un mignon version fou de la gare est alors lancé à sa poursuite sans qu'il le sache. Mais malheureusement, ce départ a lieu au pire moment, parce que Lucy a décidé de quitter son avion pour l'Australie et de retourner auprès de Gru pour lui avouer ses sentiments. Sauf qu'une fois arrivée sur place, elle se retrouve face à Eduardo, qui comprend que c'est une espionne et la capture. De son côté, Gru se barricade chez lui et Nefario l'appelle pour s'excuser. Il lui explique qu'il ne veut plus travailler avec El Macho à cause de tout le mal qu'il a causé et surtout parce qu'il a capturé Lucy. Alors sans hésiter une seule seconde, une mission est organisée pour la sauver. Gru tente de s'infiltrer dans la base de son ennemi déguisé en prisonnier. Il est accompagné de deux faux mignons pas en violet pour faire croire qu'ils ont aussi été transformés. Mais le plan tombe à l'eau et Gru doit fuir avec ses deux mignons vers les hauteurs pour esquiver tout le monde. Malheureusement, ils finissent par se faire encercler et ne savent pas quoi faire. Mais c'est là que Nefario arrive pour les sauver. Après être retourné dans son labo, il a créé un antidote contre les effets du PX41. Et la solution du remède est toute simple. Il a juste mélangé son antidote avec la gelée que personne ne voulait manger. En combinant les deux, il a créé une arme très efficace parce que les méchants mignons, donc les violets, retrouvent leur couleur jaune et redeviennent gentils. Gru a maintenant le champ libre et défie El Macho en combat pour se venger. Mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot. Il sort alors une télécommande pour lancer un missile avec Lucy attachée dessus. Mais un mignon l'a fait tomber. Voyant ses plans échouer, El Macho s'énerve et s'injecte du sérum pour tenter de reprendre l'avantage.
Le combat est très serré, alors pour faire la différence, Gru sort l'arme préférée de Lucy, le rouge à lèvres taser. Il bat El Macho assez facilement et le met KO avec un pistolet AP. Mais les emmerdes ne sont pas finies. Tu te souviens de la poule qu'il avait dans sa boutique? Et bah elle revient pour reprendre sa revanche. Elle appuie sur la télécommande de la fusée attachée à Lucy et la propulse dans les airs. En voyant ça, Gru se précipite sur le missile pour essayer de la sauver. Il réussit finalement à la libérer et plonge dans l'eau pour échapper de justesse à la mort. Le volcan explose, El Macho est neutralisé, tout est bien qui finit bien. Après tous ces événements, plus précisément après 147 rendez-vous amoureux, Lucy et Gru sont restés très proches et décident même de se marier. Les filles sont contentes d'avoir trouvé une mère aussi géniale et Nefario fait son grand retour. La famille est heureuse et semble plus unie que jamais. Et nous, on se retrouve à la fin pour le 4e film. Pour la suite, je vous laisse avec mon pote Lucas qui va vous raconter l'incroyable histoire de Moi Moche et Méchant 3. Qu'est-ce qui pourrait casser une vie si parfaite? Un nouveau méchant, évidemment. À moins que... En fait, c'est juste un reportage télé, sur une vieille série nommée Evil Brat, l'histoire d'un gosse, Balthazar, véritable génie du mal. Il câble, confond réalité et fiction, se sent frustré de sa carrière à Hollywood, à tel point qu'il vire très mal à l'âge adulte. Il n'y a qu'un super méchant dont le sens de la mode est aussi ringard. On le retrouve des années plus tard sur un bateau. C'est devenu un super vilain, bloqué dans les années 80. Grâce à son arme fétiche, des super chewing-gums, il organise un coup spectaculaire, une attaque d'un navire de l'AVL pour voler un énorme diamant. Lucy et Gru, devenus agents à plein temps, interviennent pour tenter de l'arrêter. Gru se retrouve seul face à son adversaire sur le bateau en train de s'envoler. Il a le dessus, récupère le cristal, puis Balthazar le prend en traître. À cause d'ondes sonores très puissantes dégagées par un pistolet synthé, Gru s'englue dans un chewing-gum géant. Il conserve le diamant mais se fait humilier. Quant à Barat, il est obligé de fuir. Les deux développent une haine réciproque. Surtout que, pour nos agents, les problèmes s'enchaînent. Monsieur de la Molfesse prend sa retraite. À la place, Valérie d'Invincible devient la nouvelle chef. Une femme détestable, elle vire instantanément Gru et Lucy, qu'ils servent d'exemple pour avoir échoué face à l'homme le plus recherché du monde. Ils rentrent chez eux au chômage et on sent que les soucis s'accumulent. Nefario s'est fait pétrifier suite à une expérience foireuse. La colère monte chez les mignons, ils démissionnent quasi tous, lassés de ne plus avoir un vrai leader. Pendant ce temps, à Paris, un certain monsieur pompeux inspecte le diamant du début. Mais coup de théâtre, c'est Brat, expert du déguisement. Il s'empare pour de bon du cristal. Face à cet enchaînement de mauvaises nouvelles, Gru devient un poil dépressif et se sent nul. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout seul? Alors qu'il parle avec Agnès, un homme un peu bizarre vient le voir. En réalité, il est le majordome d'un certain Drew, son frère jumeau. Perturbé, Gru interroge sa mère et apprend toute la vérité. Ses parents ont divorcé et ont chacun obtenu la garde d'un frère différent. Autrement dit, le secret s'est conservé tout le long de leur vie. Et maintenant que leur père est mort, les affaires doivent être réglées. Drew vit sur une île magnifique, Fridonia. Gru et sa famille partent donc en voyage, impatients de le rencontrer. À peine arrivé, on comprend que la famille se spécialise dans l'élevage de cochons. Puis Gru entre dans un gigantesque manoir où il rencontre enfin son jumeau. Seulement, ça tourne au vinaigre, les deux sont opposés et Gru développe même un début de jalousie pour son frère. En même temps, il a plus de cheveux, de thunes et un comportement extraverti. C'était pas ce qui l'empêche de faire sa connaissance. Du coup, la famille forme deux groupes. Lucy, le majordome et les filles se rendent dans le village du coin. Agnès se met en tête l'idée que les licornes existent vraiment. Margot se retrouve embarquée dans un rituel de mariage. Lucy essaye de jouer la mère modèle. Et Edith, elle continue d'être un bon personnage secondaire. Quant à Drew, il fait visiter à son frère des souterrains secrets et il y découvre des choses intéressantes. L'entreprise n'est pas vraiment l'élevage de cochons. Ils sont les descendants d'une illustre famille de vilains, et il a besoin de l'aide de Gru, parce que lui aussi il est jaloux d'une chose, son passé de maître du crime. Il est trop gentil et a toujours été rabaissé par leur père, il veut donc apprendre à être un méchant, ce que Gru refuse, étant donné que cette période est pour lui terminée. Mais Drew le fait craquer face à la voiture du daron, un bijou de technologie. Alors ils partent pour une dangereuse balade, et ça finit en course-poursuite avec la police. C'est pour eux l'occasion de briser la glace, puisqu'ils rient beaucoup ensemble. Plus tard, occupés à se sécher, ils discutent entre eux. Drew persuade Gru de faire un tout dernier casse, ce qu'il accepte en apparence seulement, puisqu'il lui fait croire qu'ils vont voler le cristal de Bratz pour s'enrichir, alors qu'en réalité, Gru cherche juste à récupérer son poste à l'AVL. En parallèle, les mignons connaissent des difficultés. Leur recherche d'un nouveau patron les emmène jusqu'à une ville. Affamés, ils poursuivent donc un livreur de pizza dans des studios de télévision. Après une performance de The Voice incroyable, ils sont arrêtés par la police. En prison, ils deviennent des véritables terreurs du coin. C'est un bon moment de réflexion pour Mel, le chef des mignons anti-Gru. Avec nostalgie, il repense aux bons souvenirs de son ancienne vie. Déterminé, il persuade les autres d'organiser une évasion. Dans une autre scène, on retrouve également Brat sur le point de lancer son ultime plan, la construction d'un mecha, capable d'envoyer un laser très puissant à l'aide du cristal. Son objectif est clair, détruire Hollywood et faire flotter une partie de la ville dans l'espace grâce à ses chewing-gums.
peut dire que notre plan était extraordinaire. Retour sur les frères, ils mettent en place un plan d'infiltration de la base de leur ennemi. Une fois pris, ils rencontrent des difficultés. Déjà parce que Drew les gêne, et ensuite parce que l'endroit est ultra protégé. Ils arrivent presque sans souci à l'intérieur du bâtiment, mais surprennent Brat en plein sommeil, et surtout le diamant dans ses bras. Brat se réveille, il se cache sous le lit, puis ils le suivent jusqu'à son laboratoire. C'est là que réside le gigantesque mecha. Drew avale l'un des chewing-gums, des bulles géantes se forment dans son estomac, il les fait repérer. Du coup, Drew le fait recracher sur Brat, désormais collé au mur. Les frères s'enfuient avec le diamant, échappent de justesse à des pièges, sont sur le point de tomber dans le vide, et soudain, Lucy débarque en hélico pour les sauver, parce qu'elle les avait vus partir précédemment. Groot ne peut plus cacher ses intentions. Drew comprend qu'il s'est fait manipuler et que tout ce que cherchait son jumeau, c'était retrouver son poste. Il le prend comme une trahison et le boude. Une fois rentré, ça débouche sur une grosse dispute. Groot finit même par aller trop loin dans ses propos. Pas étonnant que papa t'ait pris pour un gros nul. En colère, il réunit sa famille, direction chez eux. Et au passage, on remarque qu'Agnès adopte une chèvre avec une corne, parce qu'elle la confond évidemment avec une vraie licorne. Lucy va avec les filles dans l'avion, pendant que Groot reste à l'intérieur pour charger les bagages. Mais surprise, Lucy retire un masque et se révèle être Brat. Il tient en otage Margot, Edith et Agnès. Groot le réalise quand il retrouve sa femme attachée au fond d'un placard. L'heure n'est plus aux disputes, Drew accepte de le suivre au vu de la situation. Sur le chemin, ils se réconcilient. Ils croisent également les Mignons, parce qu'ils avaient construit une énorme montgolfière et s'étaient échappés de prison un peu plus tôt. Tout ce petit monde-là se tient prêt à former un commando de sauvetage. Brat active son robot géant et détruit Hollywood. Il prend avec lui les filles et les place sur le toit d'un building de la zone centrale, là où les chewing-gums sont les plus gros. Dès que cette partie sera arrachée de terre, elle flottera jusque l'espace. Une fois présent, toute l'équipe se divise pour un maximum d'efficacité. Lucy rejoint les filles et les met en sécurité. Les Mignons sont largués sur une immense bulle et tentent de la percer. Quant aux jumeaux, ils foncent sur Brat à bord de la voiture de leur père. Ils lui lancent une salve de missiles, mais ça ne suffit pas. Des jouets miniatures seront ensuite envoyés et détruisent le véhicule. Groot est assommé, Drew parvient à s'accrocher au robot, il s'infiltre à l'intérieur de ses circuits, et alors que Brat est sur le point d'achever son ennemi, le mecha se fait détruire de l'intérieur. En panique, Groot tente de sauver son frère, à la place, il ne trouve que son adversaire. Armé du super synthé, il lui propose un combat de danse. Et à force de ruse, Groot parvient à récupérer l'arme. Brat se fait projeter dans un chewing-gum, il y finit à poil, coincé et humilié à son tour. Les deux frères se retrouvent, fous de joie, cette fois-ci, ils gagnent ensemble, grâce à un incroyable travail d'équipe. Groot et Lucy récupèrent leur poste à l'AVL, et pendant ce temps-là, Drew habite dans l'ancien labo. Les Mignons sont également satisfaits parce qu'ils ont retrouvé un boss. La relève d'une famille de méchants d'un côté, et de l'autre, l'agent secret expert du crime. Allez, je vous laisse avec Karzax pour le film numéro 4. Pour finir, on retrouve Groot dans une voiture de luxe. Il se rend dans un vieux château qui sert d'école pour anciens super méchants. Ce soir-là, une cérémonie spéciale est organisée par les anciens diplômés de 1985. Mais Groot, lui, ne vient pas pour faire la fête parce qu'il est en mission secrète pour l'AVL et il a une cible bien précise, Maxime le Mâle. Dès qu'ils se croisent, on comprend que ce n'est pas qu'une simple chasse à l'homme parce que la tension est palpable. Maxime se moque ouvertement de Groot en le traitant de retraité du crime et lui présente sa femme Valentina. Les deux font carrément une session vanne à son sujet, mais ne savent pas qu'il travaille pour l'AVL. Pendant la cérémonie, la directrice remet le prix du meilleur ancien élève à Maxime et en profite pour faire une révélation assez inquiétante. Il a fusionné son ADN avec celui d'un cafard. Résultat, il est désormais plus fort, plus rapide, plus résistant et bien plus dangereux. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Groot et l'AVL tentent de l'arrêter. Juste avant d'être emmené, il menace clairement de tuer Groot. Écoute bien ce que je te dis, je t'exterminerai, je te le jure. Et c'est là qu'on comprend que les ennuis ne font que commencer. Même si c'est un film pour les enfants, c'est la première fois que j'ai ressenti un vrai danger. Les menaces, la cicatrice de Groot qui saigne, bref, la scène m'a vraiment mis dans le mal. Malgré tous ces événements, il vit sa meilleure vie chez lui. Sa vie de famille n'a presque pas changé à part une petite nouveauté. Groot Junior, c'est le petit nouveau de la famille et il déteste son père. Mais le calme est de courte durée parce que Monsieur de la Molfesse leur rend visite avec une mauvaise nouvelle. Maxime s'est échappé et il connaît leur adresse. En gros, il veut se venger. Alors l'AVL intervient immédiatement. Pour protéger sa famille, Groot doit changer d'identité et partir vivre incognito à Mayflower, une ville loin de tout et plutôt tranquille. Ils emménagent alors dans une nouvelle maison avec de nouvelles identités et une consigne simple, rester discret. Mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, parce qu'à quelques kilomètres de là, Maxime fait son grand retour et prévoit d'enlever Junior. Il s'installe dans un vaisseau géant en forme de cafard et explique son passé avec Groot à sa femme. Dans son flashback, il raconte qu'à l'époque où ils étaient à l'école des méchants, il s'était préparé
pendant des mois et des mois pour un concours de chant. Mais juste avant de monter sur scène, il découvre que Grou passe juste avant lui, avec exactement la même chanson. Pour Maxime, c'est un coup dur, parce qu'il comprend alors qu'il n'a plus aucune chance de gagner, et ce moment-là l'a marqué à tout jamais. Alors depuis ce jour, il cherche à se venger. Il développe alors une arme pour transformer les humains en hommes insectes et la teste sur un employé de station-service. Pendant ce temps, chacun essaie de s'adapter à sa nouvelle vie. Margot entre dans sa nouvelle école et Grou fait la connaissance de leur nouveau voisin. Le père de famille s'appelle Perry et sa fille Poppy, une adolescente assez étrange qui regarde très mal Grou et qui semble cacher un énorme secret. Du côté des mignons, ils sont tous envoyés dans une base de l'AVL. Ils foutent littéralement le bordel comme d'habitude, mais Monsieur de la Molfesse intervient. Il explique qu'il cherche les meilleurs parmi les meilleurs pour en faire des soldats avec des super pouvoirs. Il sélectionne alors 5 mignons et les transforme en super-héros avec chacun des pouvoirs différents. Dans leur nouvelle vie, chaque membre de la famille fait face à des difficultés. Agnès et Eddie s'embrouillent avec leur prof de karaté, Lucie rate complètement la coupe d'une cliente et lui brûle accidentellement le crâne et Grou a du mal à créer des liens avec son propre fils. Un soir, en sortant les poubelles, il tombe sur Poppy, qui l'appelle par son vrai prénom. Elle connaît son passé de méchant et veut qu'il l'aide à préparer un coup. En échange, elle lui promet de garder son secret et lui donne rendez-vous dans sa cabane pour tout organiser. Le lendemain matin, Grou et Lucie croisent à nouveau Perry avec sa femme Patsy. Elle leur propose même une partie de tennis, chose que le couple accepte. Plus tard dans la journée, Grou rejoint Poppy dans sa cabane. Elle lui révèle alors son grand rêve, être une méchante célèbre, voire la plus grande possible. Et pour sa première mission, elle veut voler Lenny, la mascotte féroce de l'école des méchants. Ils partent alors en montgolfière avec les mignons et le bébé. Une fois arrivé, Grou laisse tout le monde à bord, mais se trompe de sac. À la place de ses gadgets, il se retrouve avec un sac rempli de couches, de talc et de biberons. Les mignons descendent alors avec le bébé pour l'aider, mais oublient tous les objets importants dans la montgolfière. Malgré les imprévus, ils réussissent quand même à avancer dans la mission. Poppy réussit à ouvrir la porte de la directrice assez facilement et Junior désactive sans faire exprès les pièges laser. Il trouve Lenny endormi mais le bébé le libère avant que Grou puisse l'attraper. La bête devient alors incontrôlable. Dans tout ce chaos, les alarmes finissent par s'activer et réveillent la directrice qui part directement à leur poursuite. Heureusement, Junior parvient à calmer Lenny avec de la compote, puis tout le monde s'échappe grâce à une voiture volante. De retour à Mayflower, Poppy est heureuse de leur réussite et promet de ne rien dire sur le secret de Grou. Mais un nouveau problème surgit, la directrice a réussi à localiser tout le monde grâce à une puce cachée sur Lenny. Elle en profite pour prévenir Maxime qui saute directement sur l'occasion pour se venger. Sans se douter de rien, Grou et Lucie partent jouer au tennis avec leurs voisins, laissant derrière eux les filles, le bébé et Poppy toute seule. Pendant ce temps-là, la directrice débarque chez eux en se faisant passer pour une vieille amie de la famille. Mais Poppy la reconnaît tout de suite. Elle comprend que ça sent mauvais, attrape Lenny et s'enfuit sans hésiter. Du côté de Margot, elle envoie un message d'alerte à ses parents qui préviennent directement la VL et rentrent chez eux. De retour à la maison, la directrice demande simplement de récupérer sa mascotte à Grou, mais il refuse. La mamie veut récupérer son animal à tout prix. Elle sort alors des armes cachées de son fauteuil roulant et attaque la famille. C'est le chaos total, Maxime arrive en plein milieu de la bataille et en profite pour kidnapper Junior ni vu ni connu. En voyant ça, Grou se lance alors à sa poursuite pour essayer de sauver son fils. Heureusement pour lui, Poppy revient juste à temps avec sa voiture avion et permet à Grou de grimper à bord du vaisseau de Maxime. Sauf qu'ils finissent par s'écraser sur le toit d'un chantier. C'est là que Maxime révèle son plan. Il veut transformer Junior en bébé cafard. Il lui injecte alors le sérum et le bébé se transforme en monstre mi-humain, mi-insecte. Suite à ça, un combat éclate entre Maxime et Grou. Il veut se venger de tout ce que son ennemi lui a fait subir dans son enfance. Et il ne fait pas les choses à moitié. Il envoie d'abord sa femme Valentina aux commandes de son vaisseau pour essayer de le tuer. Mais Grou ne se laisse pas faire parce qu'il esquive absolument toutes les attaques jusqu'à que le vaisseau s'écrase. Il ne reste maintenant que Maxime. Grou se jette alors sur lui, s'accroche à sa jambe pendant qu'il vole et tente de le retenir. Mais malheureusement, il se prend un coup de pied et tombe de très haut. Il se rattrape alors à une grue mais son ennemi vient l'achever sous les yeux de son propre fils. Tout va bien, Junior. Maxime lui donne des coups de pied pour essayer de le faire tomber. Mais contre toute attente, le bébé se libère de l'emprise de Maxime puis l'attaque. Il tente de répliquer, mais Grou profite de la diversion pour lui mettre le coup de grâce. Une fois au sol, c'est les super mignons qui arrivent enfin pour le capturer. Tout est bien qui finit bien. Lucie et les filles les rejoignent, Junior prononce le mot papa pour la première fois et la famille peut enfin retourner dans leur vraie maison. De retour chez eux, Grou a une dernière chose à régler. Il rend visite à Maxime en prison pour lui proposer une revanche musicale. Les deux ennemis s'affrontent alors dans un duel de chant et de danse. Le
film se finit sur une battle de danse avec tous les anciens méchants des autres films, comme par exemple Vector, El Macho et j'en passe. Et Poppy rejoint l'école des méchants, donc qui sait, ça sera peut-être la grande méchante du prochain film. Et vous, lequel de ces films avez-vous préféré? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne rien manquer et surtout à activer la cloche. Je prépare déjà d'autres histoires complètes sur d'autres films d'animation, alors restez connectés, ça arrive bientôt.